pour raconter une histoire personnelle. Et ce qui m'est arrivé, en fait, dès le jeune âge, je me rappelle un camarade pour moi qui pas je peux apprendre. Mais tout le temps, on me dit, ben camarade, tu fais mots-clés, etc. Mais un jour, je suis cause avec lui, bon, et moi, je rends compte que nous, peut-être problème là, il est ailleurs. Ok? La famille, comment était, même que ça avec mes parents, c'est un petit guide. Et mes parents disent moi comme ça, ben, non, ben voilà, la personne, l'histoire familiale, il est comme ça. D'accord, il vit dans tel cas, tel environnement, peut-être ça ne contribue. Et les années passées, ben, ça me reste dans la tête en fait. Et moi, je dis tout le temps, envie aide un monde qui est dans le besoin. Suite auquel, ben, je fais mes études en psychologie et aujourd'hui, moi, en tant que mental health specialist. ONG en état d'alerte, céder n'est pas consentir. Un sujet tabou certes, mais qui n'est pas à ignorer. Comment accompagner des enfants victimes de violences sexuelles? L'ONG Paix de Stop en a fait son combat. En novembre 2023, elle a rassemblé des membres de la société civile autour de professionnels afin de débattre des enjeux du moment. Des sessions de formation ont permis de sensibiliser des volontaires, des psychologues, des travailleurs sociaux ou encore des gérants de foyers d'accueil. Ils ont aussi partagé leurs expériences et leur vécu. Les chiffres sont éloquents. Paix de Stop a pris en charge une vingtaine d'individus pour un suivi psychologique. 30 le sont pour un suivi légal. À cela, il faut ajouter des sessions de formation, comme le colloque organisé à Portland. Déjà, quand je vois le nombre de participants inscrits, c'est un signe très encourageant. On a eu 20 personnes de plus inscrites cette année-ci par rapport à l'année dernière et je vois qu'il y a beaucoup plus d'interaction par rapport à ça. Ça intéresse les gens. Entre l'année dernière et cette année, Paix de Stop a gagné en visibilité, notamment grâce à des campagnes de prévention, ce qui fait aussi que, bon, c'est pas de la visibilité pour se jeter des lauriers, non, c'est de la visibilité que d'autres personnes maintenant connaissent le numéro de Paix de Stop et du coup, il y a de plus en plus de victimes qui viennent vers nous pour solliciter notre accompagnement. Et ça me fait vraiment chaud au cœur que Paix de Stop soit identifié comme un partenaire, quelqu'un qui peut aider les enfants victimes de violences à se reconstruire. Un partenaire complémentaire aux institutions publiques. Alors, les victimes sont plus encouragées à venir dénoncer ce qui leur est arrivé. Mais est-ce que ça veut dire que le sujet est de moins en moins tabou aussi? À l'île Maurice, il y a quand même encore une grande chape de plomb. Mais c'est ce qu'on observe de façon mondiale. Ça prend du temps. Quand on voit qui sont ceux qui sont venus et quand on discute avec eux, on réalise aussi qu'il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent de l'enfance, de la petite enfance, de l'enfance maltraitée. C'est qu'il y a un besoin, mais il y a aussi une oreille qui écoute cette voix d'enfants maltraités. Dieu merci, Dieu merci, oui. Les ONG font un travail formidable d'être au plus près du terrain, au plus près des enfants les plus vulnérables. Ce qui est surtout intéressant là, c'est qu'on retrouve le monde du public et le monde du privé qui se rencontrent, qui discutent, parce que c'était deux mondes assez séparés. On n'avait pas une bonne représentation de ce que pouvaient être les missions de ces institutions publiques-là, des conditions de travail, des procédures dont ils se servent. C'était peut-être un peu flou dans la tête de nos participants venant des ONG et vice-versa. Les institutions publiques aussi ont pu rencontrer les ONG qui travaillent et savoir quelles sont leurs spécificités. Et quelque part, c'est un premier pas de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer d'initier, d'impulser une collaboration entre le privé et le public pour que nous puissions faire avancer la cause. Pour les ONG présentes, ces frottements sont des opportunités à ne pas manquer. Avoir des enfants à sa charge implique de lourdes responsabilités. Quand on a tout ce qui vous est là depuis quelques jours, c'est un dossier que vous connaissez, que vous pouvez suivre, vous rencontrer, vous étudier, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interprète ce qui peut arriver dans nos sociétés? Bon, par rapport à l'expérience et à l'observation qu'ils vont faire, bien sûr, il y a un grand manque de connaissances envers les vrais problèmes. Des fois, il y a même des victimes qui, bon, vous n'êtes pas connus qu'ils sont des victimes. Parce que personne n'a de cause à propos de ces affaires-là. Personne ne connaît quand vous commencez la discussion avec les enfants.
à partir de quel âge vous pensez aux besoin commence à causer avec lui, à propos de affaires comme la sexualité, etc. Et c'est une question que beaucoup de parents posent. D'accord. Et vous pensez le fait qu'ils peuvent vivre dans une société de surconsommation, que les parents, très souvent au travail, etc., l'enfant est livré à lui-même et il peinant vraiment quelqu'un qui peut suivre, qui peut donner un mentoring, un tutoring pour ce sujet-là. C'est ça qui le fait. Et puis, les enfants, ils peuvent expérimenter. C'est quelque chose de normal. D'accord. Et il y a l'expérimenter, il y a le mal expérimenté ou quelqu'un, comment s'appelle, quelqu'un, il y a l'abuse de sa confiance qui finit d'une là, etc. Vous pensez c'est ça qui lead à la société dont on est aujourd'hui, mais bien sûr, il y a du travail à faire et aussi, il nous peut progresser, besoin de dire, in a positive way. Parce que déjà avec nous avons trouvé combien de personnes viennent dans sa formation là aujourd'hui. La formation n'est pas arrête la même. D'accord, quand nous pouvons aller le message pour passer d'ONG à ONG, d'ONG à de psy à social worker, de social worker à bonne famille. Et bon, moi, j'espère que dans un proche avenir, nous sommes capables de ramener ce chiffre d'abus sexuels là à zéro. Et c'est comme ça que nous faisons un pont d'amour, puisque là où Love Bridge. Exactement, c'est comme ça que nous faisons un pont d'amour et comme on travaille à Love Bridge, bien sûr. Et c'est ça nous l'idée, c'est ça nous moutons, que nous sommes capables de rendre une famille autonome, d'accord, nous combattre la pauvreté aussi, parce que nous ne devons pas oublier que Love Bridge, c'est une organisation qui a commencé pour combattre la pauvreté. Et bien sûr, quand nous combattons la pauvreté, nous connaissons plusieurs facteurs qui lient à la pauvreté, il y a plusieurs points positifs, points négatifs aussi, et nous là pour résoudre ce problème. Qui motive vous pour travailler dans ce domaine-là? C'est mon papa. Mon papa est dans le domaine pendant des années. Et moi, je suis dans différents domaines, mais je trouve mon papa, comment faire et comment les fulfilling. Alors, on join ensemble, il guide moi, on apprend beaucoup à lui. Et nous aidons beaucoup de monde ensemble. Voilà, c'est comme ça. Un peu dans la famille, nous sommes bien contents d'aider dans la société. Mais c'est pour ça qu'on rentre dans ce domaine-là plutôt. Ouais. Où sont une zone de protection pour les enfants qui viennent là-bas, où croisent tous les jours, dans votre regard qui vous trouvez? La tristesse, une fois on trouve un petit l'air de déçu, parce que normalement, une agression qui vient de passer, c'est une agression de ses parents même ou de ses proches. Alors, je suis déçu, je suis chagrin. Ce n'est pas facile pour les enfants en resident shelter, mais nous faisons le mieux pour être eux, pour ne pas feel sa sadness là. Nous faisons le maximum, mais quand même, ça, on peut pas faire tout ce qui est capable, mais toujours pour une sadness là dans notre équipe. Il y a un suivi psychologique, il y a des gens qui viennent passer dans eux pour occuper eux, faire eux épanouir. Comment les enfants là livrent eux quand ils causent, ils partagent. Au-delà de ça manque, de ce souci qu'on peut lever là, qui est souhait en général, ça se résume à quoi? Si tu es capable, si je t'exprime, pas connaître. Nous faisons beaucoup d'affaires pour eux, normal, nous affaires, mais il n'est pas facile pour eux. Il n'est pas facile pour eux rentrer dans. Pour eux passer un passeport, ça va une épreuve là, qui est bien difficile. Il n'est pas facile. Ou pas pour cacher sa tristesse, ou pas pour cacher sa du mal qui s'est fait à eux là. Mais nous fait ce qui nous capable, ce qui nous a la capacité de faire. Voilà. Un point qu'on apprend ici, c'était ces jours-ci là qui retient l'attention, que vous particulier, qui déclenche des affaires en vous. Bon, moi déjà connais un petit peu, mais là il est un peu plus clair. Nous, des gens qui nous causaient sortis de la Réunion, la France, etc., ont trouvé que
Vous êtes une stratégie, une étape bien planifiée, personnel bien qualifié pour tous ces enfants-là, pour aider. Mais nous avons beaucoup à apprendre dans ce côté-là. Mais du coup, moi, je peux dire que nous pas bons, nous bien bons. Nous bien bons, au contraire, nous pouvons improve beaucoup. Récemment, c'est dans le Children's Act qui nous fait, nous avons le Children's Code. Alors, nous pouvons avancer dans la bonne direction, mais nous avons beaucoup à apprendre. Moi, je suis content aussi qu'il y ait beaucoup d'officiers de la police qui ont un peu cours comment pour dire avec les enfants. Parce que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui payent à la police. Mais je vous ai réalisé qu'ils ont les enfants là, j'ai réalisé que les policiers, ce n'est pas là pour faire payer, c'est pas pour là pour protéger. Alors ça aide beaucoup si j'étais là, pendant qu'à montrer un peu plus friendly envers les enfants. Et la brigade qui fait un travail super, CDU super, mais je manque un petit peu le côté infrastructure peut-être, mais nous pouvons dans une très bonne direction. Une fille de à peu près 13 ans et la magistrate a appelé les deux parties concernées avec la maman de la fille pour exactement faire une médiation entre les deux personnes, donc l'abuseur et la victime. Nous, enfants Bois-Marchand, nous avons un pôle d'éducation, donc une école maternelle qui trouve au cœur de la communauté de Bois-Marchand. Donc, nous travaillons avec des enfants de 3 à 6 ans. Donc, je pense que notre présence là est importante, nous là, pour nous comprendre comment les violences sexuelles aux enfants passent et comment nous sommes capables d'apporter ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui dans notre travail et nous adapter à nos enfants. Et dans l'environnement, vous êtes sensible à ça ou il y a un cas que vous avez besoin de deal avec des enfants qui malheureusement victimes de violences sexuelles? Alors malheureusement, je pense que partout dans l'île Maurice, c'est une affaire qui a encore beaucoup de tabous. Donc beaucoup d'enfants, beaucoup de parents pas trop le courage pour dénoncer des affaires comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une formation est importante pour nous, pour les ONG et pour les équipes de terrain, pour qu'ils nous capables de conscientiser les parents et encourager aussi les enfants à dénoncer les abus et les violences qui peut-être peuvent subir que ou dans notre entourage. Et dans ce qu'on écoutait depuis quelques jours, dans un atelier, dans une conversation qu'il y a, qui point qui plus important pour vous, qui ressortir, qui ont gagné en fait? En fait, ce qui me trouve plus important et qui me plus attire moi, c'est que beaucoup d'enfants se relient ça à une relation d'amour. Ça veut dire ça l'inceste et ça abus là, se relient ça à une relation d'amour parce qu'ils ont pénacé l'information là. Donc, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que peut-être c'est pour ça que les enfants ne pas les dire, ne pas les causer. Et malheureusement, toujours à Maurice, les enfants ne peuvent la voix quand ils peuvent dénoncer ces affaires-là, les paroles pas compter. Et où promote le fait qu'ils ont besoin de causer ou écoutent les autres? Oui, un enfant, il y a un individu comme tout le monde. Demain, c'est un adulte. Donc, je pense depuis dès le jeune âge, j'ai besoin d'un droit à la parole, j'ai besoin capable d'exprimer librement, dire qui sentiments qui animent les autres. Si les autres sont levés, ils sont en colère, j'ai besoin capable de dire qu'ils sont en colère. Donc, l'épanouissement de l'enfant, il y a des affaires bien importantes et qui, malheureusement, nous pas encore rester mettre ça à un niveau de pied d'égalité avec un adulte. Donc, chaque enfant est capable de dire ce qu'il ressentit. 2 professionnels sont venus de La Réunion. Amandine Bakini, psychologue clinicienne depuis 8 ans. Son rôle à l'Institut de médecine légale au CHU de La Réunion, accueillir et prendre en charge des enfants victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Yannick Sabouré, psychologue clinicien. Il a accompagné durant de longues années des patients ayant subi des traumatismes. Il est désormais en pédiatrie au CHU de La Réunion. Son expérience lui permet entre autres de mettre en mots des violences physiques ou sexuelles. Est-ce que quand vous étiez adolescent, on va dire, est-ce que c'est le genre de sujet auquel vous étiez sensible? Est-ce qu'il y a eu des cas, par exemple, que vous avez notés dans votre entourage? Sujet à la souffrance des autres, en tout cas moi sensible à la souffrance des autres, oui, ça c'est sûr. Sujet direct, non.
Je pense que si j'avais rencontré un psychologue adolescent, ça aurait pu changer les choses, mais peu importe, finalement, j'ai trouvé mon propre chemin. Voilà ce que je pourrais dire. On est confronté à l'adolescence à plein de problématiques et moi j'ai eu forcément des amis qui ont été confrontés à des violences sexuelles. En début de formation, je disais que ça concerne un enfant sur 10, enfin une personne sur 10. Donc forcément, dans votre chemin, dans mon chemin, dans le chemin d'Yannick, on a forcément des connaissances, des proches, des amis qui ont été dans des problématiques de violences sexuelles. Après, on ne les a peut-être pas vus à ce moment-là, on n'a peut-être pas pris conscience à ce moment-là qu'il y avait ces enjeux-là, mais autour de nous, c'est un malheureux constat que c'est un enfant sur 10 d'inceste et une fille sur 5 de violences sexuelles. Et malheureusement, ce sont des chiffres qu'on le retrouve partout. Et c'est le genre d'animation, de rencontres que vous auriez pu tenir à La Réunion, par exemple. À La Réunion, il y a quelque chose qui s'est structuré déjà depuis 1998, avec notamment l'audition Mélanie dont on a beaucoup parlé, ce qui permet quand même de prendre en compte quand même de façon médico-légale la parole de l'enfant. Ça donne un dispositif de protection, ça ne fait pas tout, mais quand même. Ici, là, on arrive, grâce à l'invitation de Pédostop, avec une évolution, vous êtes dans une évolution de société avec la New Children's Law, qui permet d'acter des nouveaux dispositifs comme la Children's Court. Et voilà, c'est dans ce contexte-là aussi qu'on arrive. Et c'est toujours délicat de dire qu'on arrive en tant qu'expert. Non, on a une pratique peut-être un peu plus affirmée aussi de ce qu'on a vu aujourd'hui. On est beaucoup plus de psychologues à l'hôpital, ce qui nous permet de travailler dans certains services en particulier. Et on vient partager cette expérience, d'une part, et d'autre part, faire dialoguer des institutions, qui restent difficiles ici, à La Réunion, partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des passerelles maintenant qui sont un peu plus établies. Donc voilà, la rencontre notamment gendarmes, l'aide sociale à l'enfance, la CDU pour vous, et l'hôpital, ça fonctionne quand même assez bien, mieux. Il y a toujours à progresser, que ce soit du côté de La Réunion sur le travail des institutions, mais c'est sûr qu'ici on a été ravis d'être déjà invité par Pédostop au départ, soutenu par du coup ce cadre législatif là, qui est en train de changer pour vous, et de voir comment dans les 2 jours de colloque et puis toute la semaine de formation qu'on fait, de voir comment les pratiques peuvent se nourrir, comment ça peut être complémentaire, comment on voit aussi que c'est pas si simple des fois d'échanger entre institutions. Là, au bout des 2 jours de colloque, on a l'impression qu'il y a déjà des gens qui se sont identifiés, que se parler, que se dire les malentendus aussi, des fois les incompréhensions. Enfin, donc on a l'impression que ça peut porter pour construire des solutions un peu plus sur du long terme, quoi. De quelle manière les problématiques qui sont soulevées ici, parce qu'avant de venir, évidemment, vous êtes en contact, vous vous documentez pour comprendre un peu comment ça fonctionne, de quelle façon les thématiques qui sont soulevées, les questionnements, les interrogations par rapport à... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues chercher des solutions qu'ils ne trouvent pas dans leur quotidien, dans leur pratique. De quelle manière tout cela vous permet de mieux voir les choses chez vous? Ça nous confronte à votre réalité, donc forcément ça donne une fonction d'extérieur. On se dit, tiens, là ça fonctionne comme ça, là ça a l'air plus compliqué avec certaines institutions, là ça marche mieux, là ça marche moins bien. Moi je sens toujours quand même... je crois que c'est ce que ça demande quand il y a des violences pour enfants, il faut avoir des gens concernés, et c'est ce que je vois aussi beaucoup, des gens qui sont très concernés par cette question-là, et nous ça nous aide aussi à se dire, voilà, il faut accentuer, on a un exemple concret, le fait qu'on ait préparé ce colloque ensemble, ça nous a fait prendre conscience que nous avions monté, avant que l'Institut médico-légal existe dans le Sud, tout un dispositif aux urgences pédiatriques. Ils sont arrivés, on a levé ça et on s'est dit, non, en fait c'est complètement idiot, il faudrait qu'on en reparle pour refaire fonctionner ça ensemble. Vous voyez, donc ça nous permet de se dire, on remet cette question à l'ordre du jour, ça c'était pas bon, il faut rectifier. Ça c'est bon, on continue. Vous voyez, il y a toujours un espace où on peut rebouger les choses. On a pris conscience en préparant ça depuis ces 3 derniers mois. Non, et je voudrais juste rajouter, moi, ici, là, dans les 2 jours de colloque, c'est aussi toute la présence des ONG et des différentes associations. Et je pense que nous, à l'hôpital à La Réunion, on travaille avec les grandes instances, on travaille un peu avec certaines associations, mais pas assez. Et en fait, de voir toutes les représentations des associations, des ONG qui ont de l'expérience sur le terrain, etc., moi, ça me donne envie
en repartant à la réunion là, de travailler un peu plus de façon plus soutenue la qualité du lien avec ces ONG. Donc ça donne ça. À Maurice, les ONG, dans plusieurs domaines, les enfants, mais l'environnement ou ailleurs, contribuent beaucoup à soulager. Ouais. On s'en est rendu compte. Pour revenir à la parole de l'enfant qui nous interpelle, moi, en vous écoutant, je me demandais, l'enfant aujourd'hui, il vit dans un monde où il y a beaucoup de pression, que ce soit à l'école, dans le quotidien, les transports, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de violence entre guillemets à la télévision, ça a beaucoup changé tout ça. Et un enfant qui grandit, qui est victime d'attouchement ou autre, est-ce que l'environnement qui l'entoure, ça ne contribue pas à le rendre un peu plus renfermé quand il doit venir dévoiler des choses extrêmement compliquées à expliquer quand on est tout petit, mais même adolescent? Je me posais cette question-là, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Alors le climat de la famille et le climat de la société, il influence forcément le temps de la libération de la parole de l'enfant. Après, il y a quelque chose qui est très propre à chaque enfant, de quand est-ce qu'il est capable et quand est-ce qu'il peut dire quelque chose de lui, des violences. Et après, bien sûr que plus on a une société qui est capable d'entendre, qui est attentive, qui est plutôt bienveillante vers la parole de l'enfant, qui est plutôt à tendance de « je te crois là où tu en es toi » et pas à dire ça n'a pas d'importance ta souffrance ou ce que tu racontes, plus l'enfant il va se sentir sous un socle où il va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir en parler. Oui, je pense quand même que la violence sur les enfants, la pression sur les enfants, elle prend peut-être différentes formes, ce qui va dire que la façon d'exprimer un mal-être va prendre une autre forme dans les temps qui arrivent, passés. On voit par exemple, nous, beaucoup de scarification, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Les réseaux sociaux ont changé la donne, le cyberharcèlement. C'est sûr que ce sont des questions complémentaires, mais il y avait déjà des violences avant, il y avait déjà une pression, et ça développe juste de nouveaux symptômes auxquels nous, en tant que cliniciens, on doit être très attentifs, parce que ça traduit un mal-être qu'il faut arriver à traduire différemment. Et c'est quand même maintenant ce que nos formations nous apprennent, ce que les générations précédentes de psychologues, de médecins ont pu faire remarquer, c'est que voilà, la parole de l'enfant elle est fragile, et que quand elle arrive, si on lui ferme le clapet tout de suite, l'enfant repart pour longtemps dans le silence. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que même si c'est dur à dire, même si c'est dur à croire, même si c'est dur à entendre, il y a tout un chemin qu'on peut faire, société, famille, institution et évidemment professionnel, pour que cette parole elle puisse se dire mieux et longtemps. Et être accueillie, ouais, ouais. c'est ça, accueillie. Je rebondis là-dessus. Il y a parmi une petite phrase que vous avez citée, et une que j'ai notée, céder ne veut pas dire consentir. Et, Je suis bien content que vous ayez pris cette phrase. J'écoute. L'apport de l'île Sœur par rapport à tout ce qui nous arrive ici, c'est un bénéfice mutuel, on va dire, mais il y a des projets qui sont en train de se bâtir pour notre bien mutuel, on dit ça comme ça. Ça va consister en quoi dans la réalité? Parce que vous avez une expérience, une structure qu'on n'a pas encore ici, mais qu'on commence à mettre debout. De quelle façon vous allez pouvoir nous aider à mieux entendre la parole de l'enfant? Il y a ce projet du coup de coopération entre la Réunion et l'île Maurice. Donc c'est un projet entre l'idée de revenir de la part du CHU, mais aussi peut-être d'autres institutions, que ce soit du côté de la gendarmerie, peut-être aussi d'autres associations ou du point de vue éducatif, pour travailler avec Maurice sur des formations, peut-être sur une période de 5 ans, avec des partenaires ici, sur la question de la parole de l'enfant et des violences sexuelles. Et à Rodrigue également. On est allé rencontrer des membres de la CDU là-bas, et aussi le psychiatre de Lille. En tant qu'hospitalier, il a très envie aussi qu'on travaille ça, aussi sur l'accompagnement thérapeutique des enfants, l'accueil de la parole, et puis le suivi, ce qui permet aussi aux enfants de cheminer pour se sortir de cette possible répétition de violence, que ce soit contre eux ou contre les autres.
Voilà, donc c'est un projet qui nous a un peu surpris, on ne s'y attendait pas. On était au début parti sur l'idée colloque et quand on a parlé à nos instances au CHU, ils nous ont dit peut-être qu'il y aurait quelque chose à monter avec le département de la coopération internationale. Et voilà, on les a rencontrés, ils sont d'une grande aide. Il faut juste maintenant que tout le monde se mette d'accord et si ça peut rester possible. Et on pourrait aussi dans ce cadre-là accueillir des collègues de Maurice et des collègues de Rodrigue pour qu'ils puissent venir découvrir, notamment par exemple l'audition Mélanie, voir comment ça se fait là-bas. L'Institut de médecine légale. Voilà, sur l'Institut de médecine légale, ça pourrait être des façons de faire progresser l'ensemble, finalement. On apprend tous les uns des autres, ça c'est une évidence. Et que nous, on apprenne aussi des acteurs mauriciens. Enfin, c'est aussi une richesse. Il ne s'agit pas que ce soit juste nous qui apportons quelque chose, mais qu'on puisse aussi être enrichis de toutes vos expériences et de toute la façon de faire. C'est pas le même contexte. Ouais. Et on avait besoin ici de venir, s'imprégner une première fois, entendre les différents acteurs, comprendre un tout petit peu. Alors c'est réduit comme temps une semaine, mais comprendre comment ça fonctionne, les institutions, la vie des quartiers. Tout ce qui nous arrive là depuis quelque temps, tout ce qu'on note, les chiffres déjà qui sont alarmants, les cas de plus en plus fréquents. Est-ce que, là c'est juste une opinion, parce que ce que vous avez dit, on ne va pas changer les choses comme telles, mais c'est pour la discussion. Est-ce qu'au fond, ça ne veut pas dire que l'enfant, en fait, on n'est pas en train de lui donner son espace d'enfant pendant assez longtemps et qu'il est peut-être en train d'être responsabilisé, d'être vu comme un adulte trop tôt et que du coup, avec les problèmes sociaux qu'il y a dans les familles, mais au-delà de tout ça, cet enfant n'arrive pas à rester enfant trop longtemps et qu'il est en train de subir, en fait, la société d'aujourd'hui est en train de faire subir à l'enfant des choses auxquelles il n'est pas préparé, en fait. On a beaucoup insisté sur l'idée que l'enfant, c'est un être en construction, c'est un adulte en devenir, mais ça n'est clairement pas un adulte, et qu'on ne peut pas attendre de lui, en effet, qu'il se comporte comme un adulte. Ça, c'est très important, je vous remercie beaucoup de le mettre en valeur. On doit tempérer toujours les attentes qu'on peut en avoir. La question de l'accompagnement de l'enfant reste plutôt centrale, même en tant que parent, en tant que société. Le fameux proverbe africain qui dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant, c'est vrai, il a besoin de se construire, et à la fois avec ses parents, mais aussi avec l'école, avec tous les éducateurs différents qu'il va rencontrer. C'est tout à fait important qu'il puisse préserver sa place d'enfant. Dès qu'on met une charge un peu trop supplémentaire, d'attente trop forte, il va vouloir vous plaire parce qu'il a très peur d'être abandonné, ou de vous décevoir, ou de vous faire du mal, et il va faire tout ce qu'il peut, mais il y a un risque à ça, c'est que la pression, en effet, provoque des symptômes, quels qu'ils soient. Que ce soit la scarification des passages à l'acte, des choses, des conduites à risque à l'adolescence. Voilà, en général, quand la cocotte y bout, c'est à peu près. Et même finalement, même s'il cède, ça ne veut pas dire qu'il consent. Céder n'est pas consentir. On a dit ça plusieurs fois dans le temps de la formation parce que ça nous paraît fondamental de se dire que l'enfant il peut vivre une agression sexuelle et puis à répétition et c'est pas pour autant qu'il est consentant. C'est des enjeux psychiques qui sont bien plus complexes que ça. Merci beaucoup pour votre temps et votre sollicitude. Merci pour votre appel. Une semaine d'interaction avec échanges et conférences pour finir par une meilleure compréhension des subtilités liées aux traumatismes qui peuvent bouleverser des vies à jamais.